Quelque chose qui a étonné beaucoup de gens, c'est que lors de la première convention nationale du CRIF, vous avez fait une déclaration qui a été très reprise en disant, à propos de votre engagement dans cette guerre, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été juif, et vous avez ajouté, j'ai porté en étendard ma fidélité, à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël. Est-ce que vous n'avez pas peur quand même, en disant ça, de relancer l'éternel problème de la double allégeance, à savoir j'engage une nation à aller dans la guerre au nom des intérêts d'une autre nation? Vieux thème. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui des conséquences de votre engagement quand on voit Mustapha Abdel-Jalil, le nouvel homme fort libyen, décréter que la charia sera désormais la source du droit? Est-ce que vous n'avez pas peur de vous tromper comme l'ont pu faire Sartre, Michel Foucault quand ils accueillaient à bras ouverts Khomeini à Neauphle-le-Château en 79 en France? Mais la Syrie, ça en fait partie. Que quelqu'un prenne l'initiative en Syrie. Et vous le suivrez. Je le suivrai. Merci. Derrière lui, très humblement. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. La guerre. I went downstairs, I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 7 countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about 6 or 8 months. I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. These people took control of the policy in the United States. Monsieur le ministre, ces derniers jours, Israël a décidé de violer la souveraineté nationale du Liban en intensifiant les survols de ce pays par son armée de l'air. Mais bien entendu, le gouvernement israélien, qui se croit tout permis, ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a été donc frappé la Syrie et Damas à plusieurs reprises. Israël a ainsi démontré clairement aux yeux de tous les enjeux du conflit syrien. La Syrie subit depuis 2011 une tentative de déstabilisation. Il ne s'agit pas d'une guerre civile, mais bien d'une invasion étrangère. Et les djihadistes qui quittent notre pays pour mener la guerre soi-disant sainte en Syrie sont une preuve supplémentaire. Et le but, c'est de détruire la Syrie telle que nous la connaissons aujourd'hui, pour diviser le pays, affaiblir l'Iran et permettre au projet du Grand Israël de voir le jour. Dois-je vous rappeler que ce projet prévoit d'étendre Israël du Nil jusqu'à l'Euphrate, recouvrant ainsi la Palestine historique, le Liban, tiens, la Syrie, comme par hasard, la Jordanie, une partie de l'Irak et une partie de l'Égypte. L'Égypte. Bien ça alors, comme c'est bizarre, quand on connaît ce projet sioniste, on voit sous un autre œil les révolutions de ces dernières années dans les pays arabes. La montée au pouvoir en Tunisie, en Libye, en Égypte, d'islamistes radicaux, qui ne sont que les petites mains du Qatar et de l'Arabie Saoudite, jouent le jeu de ce grand Israël. Et le renversement du pouvoir laïque Bachar el-Assad, pour le remplacer par un gouvernement américano-israélo-islamiste, est une étape de plus dans la réalisation de ce projet. Et comme le disait Bernard-Henri Lévy, les printemps arabes, c'est bon pour Israël. Dès lors, face à ce qu'on doit appeler une violation grave de la souveraineté d'un État indépendant par un État voyou, comptez-vous, au nom de la Belgique, condamner les frappes militaires israéliennes en Syrie et exiger des sanctions à l'encontre du régime israélien? Et enfin, Carla Del Ponte a reconnu qu'il était prouvé que les rebelles syriens, que la Belgique et la communauté internationale soutiennent jusqu'à présent, ont fait usage d'armes chimiques, dont du gaz sarin. Et dans ces conditions, en tant que défenseur des droits de l'homme, allez-vous enfin revoir la position de la Belgique et soutenir le président Bachar el-Assad, qui est victime du complot que nous connaissons aujourd'hui? Je vous remercie.
Mais de toute urgence. Dernière question, on sait que vous êtes très attaché à l'État d'Israël, à sa survie, à son existence et à sa vie dans la paix. Est-ce que ces bouleversements dans les révolutions arabes, et notamment en Libye, ne menacent pas la stabilité de l'État d'Israël? Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. The Arab Spring is meant to bring about elections, democracy, so-called freedom. And in these elections, you could close your eyes if you understand Islamic eschatology. The Islamic parties have to win. They have to have landslides. When the Islamic parties win the elections and form government, number one, you have to bring Sharia. Number two, you have to support the Palestinians. And on both fronts, they have time bombs waiting to explode. And then the Islamic parties and governments are going to be declared terrorists. And then Israel will be able to wage her wars while claiming to the world, we're only defending ourselves from terrorists. Are we saving mankind from the menace of Islam? That's why. What can you do? Aujourd'hui, c'est tic-tac. C'est extraordinaire. Et la situation géopolitique. Au bord de la grande catastrophe. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Imagine simplement que ça. Imagine qu'Israël déclare la guerre à l'Iran, ça va arriver d'un jour à l'autre. Sur le grand de la génération, il y a 2 siècles et demi. Le Rabbi Jonathan Eibschitz, il a écrit Yarod Vache, aussi Kretou Pletit, des grands livres de psycha. Un jour, le seigneur de sa région lui dit, dites-moi, vous dites que Mashiach, votre Messie va venir un beau jour, mais qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui, on a une armée, etc. Mais on est un petit peuple, on est combien? 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Faut pas rêver, d'accord? Avec la meilleure armée du monde, on n'est rien. Le Rav Shark disait sans cesse, faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, faut faire attention. Alors comment? Lui dit, à plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra, il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immenses grandes armées. Comment votre Messie viendra? Comment il va faire la guerre? Comment il va montrer qu'il sera un grand? Du coup, je te montre. Dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coq. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi, je mènerai mon coq aussi, on verra. Je te montrerai que moi, je serai le vainqueur. Ah ouais? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs. Venez, dans 3 jours, chacun amène son coq de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après 3 jours, les trompettes, les drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le roi vient, il sort d'un coup de son sac comme ça, un petit coq, tout freluquet, tout tremblotant. Les seigneurs de là se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du rab, il va se cocher dans un petit coin comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yoshua Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre.
Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rav Yonatan Abshitz. Bonne journée.